Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Bruno Tertrais. Bonjour. Merci de répondre à mes questions ce matin dans ce studio. On a vraiment besoin de comprendre ce qu'il se joue ces toutes dernières heures, en ce moment même, dans le monde. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Je signale également votre livre « La guerre des mondes » sur le retour de la géopolitique et le choc des empires. La menace russe d'abord et les toutes dernières déclarations d'Emmanuel Macron qui, dans la presse quotidienne régionale ce matin, parle d'une menace russe, non pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour nous Européens. Il parle même d'une menace existentielle pour l'Europe. Est-ce qu'il a raison ? C'est la première fois, à ma connaissance, qu'il utilise ce langage. D'habitude, c'est plutôt les Polonais, les Baltes ou les Finlandais qui parlent de menaces existentielles, et on peut les comprendre. Ils sont voisins. Alors, je crois que quand il dit cela, d'abord, il veut prendre conscience, il veut que nous prenions conscience de la gravité des enjeux. Il veut montrer sa solidarité avec les pays de l'Est de l'Europe, y compris ceux qui n'étaient pas à la réunion de lundi. La première réunion à l'Élysée l'autre jour. Mais attention, ça ne veut pas dire que la Russie est devenue subitement l'Union soviétique. Il n'y a pas de menace existentielle au sens de la destruction physique de l'Europe. En revanche, c'est vrai qu'il y a une menace existentielle pour l'Europe au sens politique du terme. L'Europe est face à ses responsabilités. J'ai presque envie d'ajouter par ailleurs que pour moi, il y a désormais aussi une autre menace existentielle au sens politique, c'est peut-être les États-Unis. Je suis pas connu pour être un anti-américain primaire, mais le projet de J.D. Vance, tel qu'il a été exprimé à Munich la semaine dernière, c'est un projet d'affaiblissement de l'Europe politique. Donc c'est vrai qu'on a une conjonction quand même particulièrement préoccupante. On va essayer de décrypter tout ce que cela veut dire. Mais d'abord, si on reste sur les propos d'Emmanuel Macron face à cette menace, il dit: nous devons être lucide sur le monde tel qu'il va. On ne peut pas faire l'économie d'une évolution de plus en plus incertaine. Nous allons devoir renforcer notre autonomie, faire des choix de plus en plus clairs en termes de souveraineté. Pour le coup, ça, j'ai l'impression que je l'entends depuis maintenant au moins 3 ans, peut-être même plus. On l'entendait déjà au moment du Covid, la question de la souveraineté, la question du renforcement de l'Europe. Est-ce que ce ne sont que des mots, ou est-ce que, dans les faits, les réunions qui ont lieu à nouveau aujourd'hui, qui avaient lieu lundi, sont en effet une sorte de renforcement de la souveraineté et des décisions européennes ? Vous avez raison de rappeler qu'Emmanuel Macron, il tient ce discours depuis longtemps. Il avait notamment fait un très grand discours en février 2020 sur la souveraineté européenne, qui était un petit peu passé à l'as parce que c'était le début du Covid, mais il faut lui reconnaître au moins la constance dans ce discours. La différence, c'est que justement maintenant, ce discours, il a un écho. La France se garde, et c'est tout à son honneur, de dire nous avions raison avant tout le monde, mais il y a un petit peu de cela quand même. Rappelez-vous que dès 1958, le général de Gaulle disait on pourra pas compter, nous Européens, éternellement sur les États-Unis. Et ce discours d'Emmanuel Macron sur l'autonomie stratégique, sur la souveraineté européenne, il commence vraiment à avoir un écho. Et c'est vrai que son expérience personnelle, qui est de quelqu'un qui connaît déjà Donald Trump, c'est le seul président en fonction qui a déjà traité avec Donald Trump. Ça Tous va les être autres précieux. se sont renouvelés, Voilà. Effectivement, et n'avaient pas connu le Donald Trump première version. Ça sera précieux, je pense. Vous citez le général de Gaulle. Au fond, c'est aussi là que puise Emmanuel Macron pour organiser ou justifier que la France soit celle qui organise les réunions qui ont lieu ces jours-ci, puisqu'il dit la France a une capacité complète de dissuasion, d'autonomie militaire et de dépendance que n'ont pas nos partenaires. Est-ce que ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi cette question, la question du nucléaire, le fait que la France, dans ce concert des nations, c'est peut-être la dernière chose qui lui reste, au fond, pour pouvoir peser? Non, c'est pas la dernière chose qui lui reste. En revanche, ce qui est vrai, c'est que parce que nous avons déjà, nous, notre autonomie nationale grâce au général de Gaulle, on est moins surpris que les autres et davantage prêt que les autres pays européens à assumer justement l'idée que l'Europe doive un jour se défendre toute seule. Maintenant, ce qui va se jouer, c'est notre capacité à entraîner les autres, notamment l'Allemagne, qui reste très réticente, qui avance très lentement pour des raisons culturelles, historiques et institutionnelles. Tout le monde va pas adopter le modèle français. Mais cette idée d'autonomie stratégique transposée à l'Europe, elle s'impose de plus en plus. Ça passe bien sûr par une augmentation des budgets de défense, même si on va peut-être y revenir. Je pense il faut pas rêver. On va pas, en France, on va pas passer à 5%. Il l'a promis. Il dit, Emmanuel Macron, mais les autres aussi. Ouais. Pour la première fois, d'ailleurs, l'Allemagne dit qu'elle est prête à ce que les dépenses liées à la défense soient sorties de... C'est un peu complexe, mais on le comprend bien, le calcul du déficit de chaque pays aux yeux de l'Union européenne. Normalement, on met tout dans le package. Oui. Et là, pour la première fois, l'Allemagne dit on peut sortir la question des dépenses de défense, que ça ne soit pas en quelque sorte pénalisant
aux yeux de l'Union européenne, ce qui permettrait à chacun de gonfler le budget défense. On va pouvoir investir davantage sur la défense sans que ça soit pénalisant au regard de la manière dont l'Union européenne compte les déficits. Seulement, faut pas rêver. Un pays comme la France, dans la situation budgétaire et financière qui est la sienne, ne va pas passer son budget de défense, qui est d'environ 2% du produit intérieur brut aujourd'hui, à 3-4% comme ça. À mon avis, un objectif de 3% en 2030 pour les pays européens, ça serait déjà énorme. Il reste quand même effectivement un atout français, vous l'avez mentionné, la dissuasion nucléaire. Il faut pas oublier qu'il y a 2 pays européens qui ont la dissuasion nucléaire, la France et le Royaume-Uni, et on discute déjà ensemble entre Français et Britanniques. On discute à nouveau ensemble, j'ai envie de dire, non? Est-ce que c'est une forme presque de réconciliation? On a vu effectivement que le Premier ministre britannique était l'un des premiers à avoir répondu à l'appel d'Emmanuel Macron et à mettre aussi en scène le fait qu'ils décidaient ensemble. Il n'est plus dans l'Union européenne, mais il est à nouveau totalement partenaire. Nous n'avons jamais rompu les liens de défense et de sécurité avec la Grande-Bretagne, qui est l'autre grand pays européen, qui a à la fois la capacité, la volonté. Brexit ou non, ça n'a pas changé là-dessus. Non, ça n'a pas changé. Et j'allais dire que l'arrivée de M. Starmer a permis une sorte de reconnexion entre l'UE et le Royaume-Uni sur les questions de défense et de sécurité. Et donc, cette question de la dissuasion nucléaire, entre autres, bien sûr, on en parle avec les Britanniques pour tout simplement se mettre dans le scénario. Qu'est-ce qui se passe si demain, dans 2 jours, dans 2 mois, dans 2 ans, M. Trump retire tout simplement, referme le parapluie nucléaire américain? Alors précisément, c'est aussi la question. Est-ce que les États-Unis sont en train de lâcher l'Europe? Je voudrais d'abord qu'on revienne sur ce qui s'est joué hier à Riyad, cette rencontre entre Sergueï Lavrov et Marco Rubio, le ministre des Affaires étrangères russe et le ministre des Affaires étrangères américain. D'abord, qu'en retenir? La première chose qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a un effort américain et encouragé bien sûr par les Russes. Alors Poutine, il vit sa meilleure vie en ce moment. Quand il voit Trump arriver et un sommet se tenir, il se dit ça y est, on va pouvoir de nouveau traiter avec les Américains. La réunion qui s'est tenue à Riyad, son premier objectif, c'était pas l'Ukraine, c'était de jeter les bases d'une éventuelle réconciliation entre guillemets entre l'Amérique et la Russie, avec beaucoup de choses qu'on ne connaît pas encore précisément. Moi, j'ai regardé la composition des délégations russes et américaines. Il y a des choses très intéressantes. Il y a par exemple un monsieur qui s'appelle monsieur Rybolovlev dans la délégation russe, qui est quelqu'un qui avait racheté une propriété de Trump pour 95 millions de dollars en 2008, au moment où Trump était dans la mouise financière. Il va y avoir des deals financiers. Il faisait quoi là ? Mais vous savez, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait le deal il est d'abord économique ? Ça veut dire que le deal il est aussi économique et financier, et dans les deux sens. L'Amérique a la capacité de maintenir à flot, si elle le souhaite, l'économie russe. Elle a aussi la capacité de couler l'économie russe. Donc tout ça, ça va être des deals en souterrain qui s'inscrivent dans le cadre d'une tentative américaine de reconstruire des ponts, des passerelles avec la Russie. L'Ukraine est presque un sujet secondaire. On retrouve finalement l'ambiance des grands sommets soviéto-américains du début des années 60. C'est le début de la détente, mais dans un contexte très différent, y compris à cause de cet aspect justement économique et financier qui n'existait pas à l'époque. Et Vladimir Poutine, qui devraient se rencontrer prochainement. Donald Trump, dans la nuit, a annoncé qu'ils devraient se rencontrer avant la fin du mois. Emmanuel Macron, dans ces fameuses déclarations qu'il a faites à la presse quotidienne régionale, dit également de Donald Trump qu'au fond, il aide à faire pression, ce sont les mots d'Emmanuel Macron, à faire pression sur la Russie, parce qu'il crée une ambiguïté stratégique. C'est assez élogieux, finalement, dans l'approche qu'Emmanuel Macron en a. Alors, Emmanuel Macron a très bien compris que Trump, il y a 2 Trump. Il y a celui qui est séduit par la Russie de Vladimir Poutine, mais il y a celui aussi qui ne joue que dans les rapports de force, qui voit que Poutine n'est pas le même que celui qu'il a connu dans son premier mandat. À l'époque, c'était un homme fort. Aujourd'hui, c'est quand même un homme affaibli. Et c'est surtout c'est quelqu'un, Trump, qui est prêt à utiliser la force, les leviers de la force, pas forcément militaire, mais au moins économique, pour faire plier la Russie si celle-ci était un obstacle au grand deal dont rêve Trump. C'est-à-dire que Trump, qui se rêve en faiseur de paix, voire en potentiel prix Nobel de la paix, il veut presque la paix à tout prix et il est prêt à faire pression sur la Russie si la Russie est un obstacle. Ce mot d'ambiguïté stratégique, c'est-à-dire l'idée qu'il recrée
je cite encore une fois Emmanuel Macron, de l'incertitude. Est-ce que ça, c'est de nature à vraiment changer le game, j'allais dire, à changer les rapports de force? Nous verrons. Pour l'instant, la Russie a le sentiment qu'elle a les États-Unis de M. Trump dans la poche. Mais nous verrons. M. Trump est par nature un homme imprévisible et c'est cela, à mon avis, que Emmanuel Macron souligne quand il parle de l'ambiguïté stratégique de Trump. Il sait très bien que Trump peut changer d'avis. Il sait très bien que Trump peut faire, s'il le souhaite, peser sur la Russie. Bruno Tertrais, est-ce que cette scène qui a eu lieu donc en Arabie Saoudite hier, États-Unis-Russie, est une sorte de nouveau Yalta? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont en train de se partager le monde? Alors, première chose, il y a quand même pas, c'est pas extraordinaire que les Américains et les Russes se rencontrent. C'est même plutôt sur le principe une bonne chose. Il est normal que l'Europe ne soit pas là. L'Europe ne peut pas être là partout, de même que les Américains sont pas là quand il y a un sommet européen. Donc en soi, c'est pas une mauvaise chose. Je crois effectivement que dans la tête de M. Trump et de M. Poutine, le modèle dont ils rêveraient, c'est une forme de partage des zones d'influence, de partage du monde. Il y en a certains aux États-Unis dans l'administration Trump qui rêvent même de faire la même manœuvre qu'avait fait Henry Kissinger en 1972, c'est-à-dire à l'époque, Kissinger avait réussi à séparer la Chine de la Russie. Il y en a dans l'administration Trump qui rêvent de séparer la Russie de la Chine. À mon avis, ils n'y parviendront pas, mais en tout cas, ce rêve existe. Donc oui, ce sont vraiment des grandes manœuvres diplomatiques comme on n'a pas connu depuis très longtemps. Avant de parler, Bruno Tertrais, de ce qui pourrait se jouer pour l'Ukraine et d'une éventuelle fin de la guerre, est-ce que ce serait une capitulation? Est-ce que ce serait un arrêt de la guerre? Je voudrais quand même dire un mot de l'Arabie Saoudite et de la Turquie. L'Arabie Saoudite d'abord, pourquoi ça se passe là-bas? Quel est son rôle? Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle veut? Tout simplement parce que l'Arabie Saoudite aujourd'hui a d'excellentes relations avec Washington et avec Moscou. Il fallait trouver une sorte de terrain neutre. La Turquie, c'était une possibilité, mais c'est différent parce que la Turquie est quand même un allié officiellement des États-Unis et de l'OTAN. Je pense que la Turquie est très jalouse d'ailleurs de ne pas avoir accueilli ces pourparlers. Erdogan qui hier soir a dit qu'il proposait que la Turquie accueille les futures négociations et c'est également ce que semble souhaiter Volodymyr Zelensky. C'est une possibilité. Il y a un précédent. Les premières discussions sur un possible arrêt de la guerre dès février-mars 2022 s'étaient tenues à Istanbul et la Turquie est très fière de montrer qu'elle peut être l'endroit où on se rencontre et éventuellement on fait la paix. Mais l'Arabie Saoudite, c'était, j'allais dire, un choix assez logique au vu des très bonnes relations qu'entretient ce pays à la fois avec l'administration Trump et avec la Russie. La question de la suite pour l'Ukraine. Quel avenir pour l'Ukraine? Quels sont les mots sur la table aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de cessez-le-feu? Est-ce qu'on parle de paix? Est-ce qu'en réalité on parle de capitulation? Alors, vous mettez le doigt sur la question du moment, s'agissant des discussions sur l'Ukraine. Certains disent, ce qu'il faut d'abord, c'est un cessez-le-feu. Le reste, on verra après. D'autres, comme les Européens, et ça, c'est un message très fort qui est sorti de la réunion de lundi à l'Élysée, attention, pas de cessez-le-feu sans un accord de paix, plutôt d'une stabilisation de la situation qui aboutisse à un arrêt durable des combats. Ça, c'est une position européenne qui est sortie de l'Élysée l'autre jour. C'est important parce que, à mon avis, Trump et Poutine, ce qu'ils veulent essentiellement, Trump, à mon avis, il veut surtout un cessez-le-feu, pouvoir dire j'arrive et la guerre s'arrête, les combats s'arrêtent. Poutine, il a besoin sans doute d'un cessez-le-feu temporaire pour pouvoir régénérer ses forces et repartir à l'offensive après. Ce qu'il dit, c'est que c'est je suis prêt à faire la paix du moment que l'Ukraine est dénazifiée, démilitarisée, qu'elle rentre pas dans l'OTAN et je ne veux pas de troupes étrangères sur le sol ukrainien. Donc on n'est pas du tout dans la situation où toutes les parties concernées, Ukraine, États-Unis, Europe et Russie, sont d'accord pour les paramètres d'un cessez-le-feu durable. On n'y est pas du tout. On n'y est pas du tout. Vous parliez de la question de l'envoi ou non de troupes au sol. On a entendu à la sortie de la réunion à l'Élysée lundi soir le Premier ministre britannique, mais également la Suède, qui disait au fond pourquoi pas envoyer des troupes pour faire respecter le processus de paix. Emmanuel Macron, lui, dit à nouveau dans cette interview que la France, je cite, ne s'apprête pas à envoyer des troupes au sol, mais nous réfléchissons à des garanties de sécurité. Quel rôle pourraient jouer les Européens s'il y avait paix? Donc ce serait dans un deuxième temps. La phrase d'Emmanuel Macron est assez ambiguë parce que dans les faits, les états-majors préparent déjà des scénarios dans lesquels il y aurait des forces britanniques, françaises, sans doute suédoises, peut-être danoises et d'autres qui seraient là pour garantir la paix. Alors ça, à mon avis, ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron, c'est que nous ne nous apprêtons pas à envoyer des troupes de combat en Ukraine. Nous n'irons pas nous battre en Ukraine. C'est ça. Il revient sur la fameuse phrase qui avait fuité de l'Élysée il y a près d'un an, où il disait au fond qu'il ne fallait pas s'interdire
la possibilité d'envoyer des troupes. C'était justement la fameuse ambiguïté. Oui, c'est cette ambiguïté stratégique dont il est très fier et à mon avis, c'est plutôt une ambiguïté créative. Mais là, il est important de rassurer, à mon sens, l'opinion française pour dire, attendez, on va pas aller faire la guerre en Ukraine. À l'époque, il parlait de faire de la formation d'Ukrainiens en Ukraine. Aujourd'hui, la seule chose qui est éventuellement envisagée, c'est d'envoyer des troupes françaises, des combattants en uniforme, mais qui sont pas là pour faire la guerre, mais qui sont là pour... Une sorte de casque bleu ? Oui, enfin des casques. Mais justement, les casques... Bruno Tertrais, elle est où l'ONU dans cette histoire ? L'ONU n'existe pas quand... Parce qu'on n'arrête pas de se demander où est l'Europe, mais où est l'ONU ? Oui, mais Apolline de Malherbe, l'ONU ne peut pas exister lorsque l'Amérique, la Russie, la Chine, la France, la Grande-Bretagne ne sont pas d'accord. Le Conseil de sécurité est impuissant dès lors qu'il y a un pays membre du Conseil de sécurité, un membre permanent, la Russie, qui est directement responsable de la guerre. Donc l'ONU ne peut pas exister dans ces circonstances. Est-ce que vous êtes optimiste à court terme, à moyen terme, ou est-ce que vous vous dites ce qui est en train de se jouer vraiment là, dans les 48 heures qu'on vient de vivre, et dans ce moment-ci, c'est un vrai basculement ? Je suis modérément optimiste, c'est-à-dire que je constate que les Européens, qui étaient il y a encore 6 mois comme des lapins dans les phares d'une voiture en voyant arriver Trump et qui étaient tétanisés, le sont de moins en moins, et que le sursaut, l'idée du réveil, l'idée surtout selon laquelle nous allons probablement devoir nous passer en grande partie de l'Amérique pour notre défense dans les 10 ans qui viennent, c'est une idée qui est vraiment en train de faire son chemin. Donc j'ai un optimisme relativement modéré. Je suis aussi relativement optimiste quant à ce que la Russie peut faire contre l'Europe. La Russie ne peut pas envahir l'Europe, elle peut tout au plus faire mal à un pays comme l'Estonie ou la Pologne. Mais ça, il faut penser désormais maintenant à effectivement se défendre contre ce type de scénario. Je voudrais qu'on évoque la famille Bibas dans un instant, mais un dernier mot sur ce que vous venez de dire sur l'Europe. Est-ce que l'option d'une entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, dans l'OTAN, on a bien compris que ça c'était sans doute exclu, dans l'Union européenne ? Dans l'Union européenne, c'est déjà prévu, en tout cas c'est déjà envisagé. Le processus est envisagé. Et d'ailleurs, je pense que une des issues des grandes négociations en cours, ça sera le calendrier justement du rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne. Je rappelle que nous ne sommes pas engagés à prendre l'Ukraine, simplement on s'est engagé à entamer le processus d'adhésion. La seule chose, c'est que l'Amérique ne pourra pas nous forcer à prendre l'Ukraine dans l'Union européenne en échange d'un renoncement à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN, au moins pour l'instant. Bruno Tertrais, dans le même temps, il y a ce qui se joue entre Israël, le Hamas, la question de la Palestine. La famille Bibas n'est plus. La mère, Chiri, les 2 petits, Ariel et Kfir, dont les visages, l'innocence, la terreur de la mère lorsque elle a été enlevée, elle et ses 2 petits qu'elle tenait dans les bras. Leur corps devrait être rendu demain par le Hamas. Est-ce que c'est un tournant de plus ? Oui, c'est un tournant de plus parce que cette famille a tellement symbolisé le martyre des populations israéliennes qui ont été enlevées, torturées, tuées le 7 octobre, que je crois que malheureusement c'est un nouvel, j'allais dire un nouveau clou sur le cercueil, pardon de cette expression, mais l'idée selon laquelle on peut vivre en paix, de coexister de manière pacifique entre Israéliens et Palestiniens dans les années qui viennent, cette idée malheureusement elle est enterrée pour longtemps, et je crois que le retour des corps de la famille Bibas va sans doute persuader ceux des Israéliens qui croyaient encore à la paix que décidément cette paix n'est pas possible aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que cette famille, au fond, c'est la question de quoi ? C'est de l'humanité, c'est la question du vivre ensemble, de l'accompagnement. C'est plus qu'une question de conflit, de guerre. Oui, bien sûr, c'est une question d'humanité. Ce petit enfant, Kfir Bibas, qui a été enlevé alors qu'il avait 1 an, je crois, il symbolise justement quelque chose qui dépasse de très loin la question des rapports de force entre Israël, le Hamas, l'Iran, etc. C'est quand vous êtes israélien, que vous voyez ces images, quand vous voyez le destin de cet enfant et de cette famille, vous vous dites, c'est comme ça, vous vous dites, je ne peux pas coexister de manière pacifique avec ces gens-là. Ça ne veut pas dire que la guerre va reprendre à cause de l'arrivée de leur cercueil, mais ça veut dire au moins que l'idée que le 7 octobre pouvait déclencher à la fin quelque chose de positif et renouer avec le processus de paix, à mon sens, on n'en est pas du tout là, et au contraire, c'est plutôt quelque chose qui va reculer encore un peu plus l'idée d'une paix durable. Vous publiez, Bruno Tertrais, ces jours-ci d'ailleurs, un livre sur Israël, hein ?
Oui, la question israélienne, effectivement, où je reviens sur ces récits d'incompatibilité entre d'un côté un État qui s'est installé dans la région suite à un mouvement de libération nationale et finalement de décolonisation, et un peuple arabe, un peuple palestinien qui s'est construit lui aussi une identité nationale. Et je finis par dire à la fin, même si j'ai une certaine sympathie pour Israël le pays, pas son gouvernement, que la solution à deux États, que tout le monde dit morte et enterrée, est la pire des solutions possibles, à l'exception de toutes les autres. Merci Bruno Tertrais d'être venu répondre à mes questions ce matin. Je rappelle également l'autre livre, La guerre des mondes, retour de la géopolitique et du choc des empires. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Merci à vous. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.